Bonjour, cette leçon est destinée aux étudiants de deuxième prépa, filière MP, PC et Techno. Notre présentation est consacrée aux différents modes de transfert de chaleur, c'est-à-dire la façon suivant laquelle la chaleur est transférée entre deux corps de température différentes, et on s'intéressera particulièrement à ce qu'on appelle la conduction thermique. En fait, on sait que si on place deux corps de température différentes, un corps chaud de température TC et un corps froid de température TF inférieure à TC, alors il se produit nécessairement des échanges thermiques entre ces deux corps et conformément au second principe de la thermodynamique, le passage de chaleur s'effectue de façon spontanée et irréversible du corps chaud vers le corps froid. Bon. L'objet de cette présentation est d'introduire les différents modes de transfert thermique suivant lesquels les échanges de chaleur se produisent entre des corps de température différentes, et on verra en particulier qu'il existe trois modes de transfert possibles qui sont d'abord la conduction, ensuite la convection et enfin le rayonnement. Pour notre présentation, on va suivre le démarche suivant. D'abord, on présentera sur des exemples les différents modes de transfert thermique. Ensuite, on va définir quelques grandeurs énergétiques nécessaires pour l'étude du transfert thermique. Ensuite, on va s'intéresser au cas particulier de la conduction thermique et on énoncera dans ce cas la loi de Fourier. On va voir par la suite comment établir un bilan local de conservation de l'énergie thermique. Et on finira par l'étude du cas particulier du régime statique. Pour ces différents modes de transfert, commençons d'abord par la conduction. Pour cela, on va considérer un barreau métallique et faisons chauffer l'une des extrémités. On s'aperçoit alors que la chaleur va se propager de proche en proche, petit à petit, depuis les régions chaudes vers les régions froides. Ici, on remarque que cet échange s'effectue à l'échelle microscopique, mais pour la matière, rien ne se passe à l'échelle macroscopique, au moins à l'œil nu. Retenons alors que la conduction est un échange d'énergie thermique qui se produit à l'échelle microscopique et que l'échange de la chaleur se fait de proche en proche sans mouvement macroscopique de la matière. Ainsi, la conduction se fait par échange d'énergie d'agitation thermique entre les constituants microscopiques de la matière, les constituants qui sont des atomes, des molécules ou des ions. En fait, on sait que une température élevée correspond à une agitation thermique plus importante pour les constituants microscopiques de la matière. Les particules qui se trouvent ici agitées, ils vont entrer en collision avec les particules voisines et ils vont les mettre aussi en mouvement d'agitation. Ces particules vont à leur tour entraîner les autres particules voisines dans un mouvement d'agitation thermique et la propagation, l'échange s'effectue de proche en proche et on aura aussi propagation de la chaleur petit à petit depuis la région chaude vers la région froide. Ici, on parle de la conduction thermique ou bien diffusion thermique qui s'effectue de la température élevée vers la plus basse température. Il faut aussi retenir que ce mode de transfert, ce mode conductif de transfert d'énergie se manifeste pour les solides et aussi pour les fluides, c'est-à-dire les liquides et les gaz. Le second mode de transfert, c'est la convection. Ici, il est nécessaire d'avoir un fluide en mouvement. Dans cet exemple, on a considéré un fluide de température TF en contact avec un solide de température TS. Ici,
les particules fluides chaudes qui se trouvent en bas, elles sont plus légères et elles vont alors remonter vers le haut sous l'effet de la force de flottabilité d'Archimède. Ces particules vont alors transporter avec elles une quantité de chaleur. Et l'effet s'inverse pour les particules qui se trouvent en haut et qui sont plus lourdes. Retenons alors que pour la convection, le transfert d'énergie s'effectue par l'intermédiaire d'un fluide en mouvement macroscopique. Cet écoulement peut être causé par les forces de flottabilité d'Archimède, et on parle dans ce cas de la convection naturelle. L'écoulement peut être aussi provoqué par une soufflerie par exemple, et on parle dans ce cas de la convection forcée. Le troisième et le dernier mode de transfert, c'est le rayonnement thermique. Dans ce cas, le transfert d'énergie s'effectue par l'intermédiaire d'une onde électromagnétique, et on peut citer le cas du rayonnement solaire vers la Terre. Donc, contrairement aux autres modes de transfert, ce mode de transfert ne nécessite pas un support matériel et il peut s'effectuer même dans le vide. Pour illustrer ces trois modes de transfert, prenons l'exemple du quotidien suivant. Dans cet exemple, la chaleur passe depuis la flamme vers l'intérieur du récipient par conduction à travers le fond métallique qui se trouve en bas. Ensuite, la vapeur d'eau chaude qui se trouve ici transporte la chaleur vers le haut par convection. Pour l'entourage de la flamme, le mode de transfert thermique est essentiellement radiatif, c'est-à-dire que le transfert d'énergie s'effectue par rayonnement. À présent, on va définir les grandeurs énergétiques utilisées pour les transferts thermiques. Et pour cela, donc, on va passer par une analogie avec un autre phénomène de transfert que vous connaissez, qui est le transfert de charge. Alors, considérons les deux situations suivantes. D'abord, on va considérer, pour le transfert thermique, on va considérer un conducteur thermique, par exemple un cylindre métallique, auquel on impose la différence de température T1 et T2, avec T1 supérieur à T2. Que se passe-t-il ici? Donc il se passe de transfert thermique de la région chaude vers la région froide, et toute section S est alors parcourue par une quantité de chaleur qu'on va noter dQ. Donc, pendant la durée dt, la quantité de charge qui a traversé cette surface S pendant la durée dt est notée dQ. De la même façon, on va changer de phénomène de transfert et on va considérer dans ce cas le transfert de charge électrique, et on va considérer un barreau conducteur, électriquement conducteur, par exemple un barreau métallique, auquel on impose une différence de potentiel V1 et V2, avec V1 supérieur à V2. Que se passe-t-il dans ce cas? Il va se passer des transferts de charge électrique de la région du haut potentiel vers les basses potentielles, vers V2. Et chaque section S serait alors parcourue par une quantité de charge. Bon, dans ce cas, on sait que on a déjà défini ce qu'on appelle le courant électrique. C'est quoi le courant électrique? Le courant électrique I, c'est la quantité de charge qui traverse une section S par unité de temps. Par exemple, si je note dQ, la quantité de charge qui a traversé S pendant la durée dt, alors le courant électrique est donné par I égale dQ sur dt. Résultat que vous connaissez depuis les classes secondaires. Donc, dQ est exprimé en coulomb, dt en secondes, et le résultat c'est en ampères. On a aussi défini la densité volumique de courant électrique par la relation I égale le flux de J.
double intégrale de J ds à travers la section S du conducteur. Et on a appelé J le vecteur densité volumique de courant électrique exprimé en ampères par mètre carré. Donc c'est une densité volumique de courant électrique. Bon, pour ces deux grandeurs, courant et densité de courant électrique, on va définir des grandeurs analogues, mais dans le cas de transfert thermique. On va donc changer le terme électrique par le terme thermique, mais en faisant bien attention aux unités. Partant de l'exemple précédent du barreau conducteur soumis à la différence de potentiel thermique, on peut parler du potentiel thermique à la différence de température T1 et T2. Donc, il va y avoir transfert de chaleur de 1 vers 2 et chaque section S sera traversée par une certaine quantité de chaleur. On va définir le courant thermique par la quantité de chaleur qui traverse la surface S par unité de temps. Donc, si alors dQ est la quantité de chaleur qui traverse S pendant une durée dt, alors on va définir le courant thermique par ITH, pour dire thermique, égale dQ sur dt. ITH s'exprime alors en joules seconde moins 1, c'est-à-dire en watts. Donc ITH est une puissance thermique. Donc on parle du courant thermique ou puissance thermique ou aussi de flux thermique. Toujours dans le cadre de l'analogie avec le transfert de charge, on peut définir la densité volumique du courant thermique par la relation ITH égale le flux de JTH, où JTH est appelé densité du courant thermique. Donc le JTH, l'unité de JTH, c'est celle de ITH divisé par S, donc c'est en watts par mètre carré. Donc JTH est une puissance thermique par unité de surface. Pour conclure pour cette partie, on va retenir qu'il y a une analogie entre les deux phénomènes, phénomène de transfert de charge et phénomène de transfert de chaleur. En effet, pour un conducteur soumis à une différence de potentiel électrique V1-V2, il en résulte des transferts de charge électrique caractérisés par un courant électrique I et par une densité volumique de courant électrique J. De même, dans un conducteur thermique soumis à une différence de potentiel thermique T1-T2, il va y avoir transfert de chaleur caractérisé par un courant thermique ITH et par une densité volumique de courant thermique JTH. Il faut aussi noter que dans la majorité des applications, la densité de courant thermique est uniforme sur une section du conducteur. Il en résulte que la densité du courant thermique est égale à JTH fois la section S du conducteur. Et ce courant il vaut aussi dQ sur dt, la quantité de chaleur par unité de temps. Et par la suite, la quantité de chaleur dQ échangée pendant la durée dt est égale à dQ égale JTH fois S fois dt. Concernant l'expression de la densité volumique de courant thermique JTH, cette expression elle va dépendre du mode de transfert, c'est-à-dire le mode qui assure l'échange de chaleur. En effet, cette expression elle va varier d'un mode à l'autre. Ainsi, il y a une expression de JTH pour la conduction thermique, appelée la loi de Fourier. La deuxième expression concerne la conductoconvection à l'interface solide-fluide, et c'est la loi de Newton. La troisième expression concerne le rayonnement thermique, et qu'on va la garder pour le prochain chapitre. À présent, on va commencer par la conduction thermique et avec la loi de... commençons d'abord par la conduction, et la loi qui donne la densité du flux de chaleur ou bien la densité du courant thermique pour la conduction est la loi de Fourier.
Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit que dans un milieu de température non uniforme, la densité de courant thermique est donnée par JTH égale moins lambda grade T, où T est la température mesurée en Kelvin, et lambda c'est une propriété thermophysique qui caractérise le milieu en question, appelé la conductivité thermique. Donc, on peut remarquer ici que cette loi, la loi de Fourier, est analogue à celle d'Ohm, donnant la densité de courant électrique dans le cas d'un conducteur ohmique. Donc, on rappelle que dans un conducteur ohmique, la densité de courant électrique est reliée au champ électrique par gamma fois E, où gamma est la conductivité électrique, et on a E égale moins grade V pour le régime statique, et par suite la relation est analogue à celle de la loi de Fourier, J égale moins gamma grade V, où gamma est la conductivité électrique. Revenons au cas thermique, donc pour le cas thermique, JTH égale moins lambda grade T. Donc on a dit que lambda est la conductivité thermique, l'unité de la conductivité thermique est le watt mètre moins 1 K moins 1, puisque le JTH s'exprime en watt mètre moins 2, le grade T c'est en Kelvin mètre moins 1, donc ce qui donne pour lambda, l'unité de lambda c'est le watt mètre moins 1 K moins 1. Concernant le signe moins qui apparaît ici, donc en fait le signe moins, il rend compte du fait que la chaleur passe spontanément des régions chaudes vers les régions froides, conformément au second principe de la thermodynamique. Maintenant, dans le cas particulier où la température ne dépend que d'une seule variable d'espace, on a choisi ici la variable x, alors le JTH il vaut moins lambda dt sur dx, porté par ux. Et pour lambda, donnons quelques cas particuliers, quelques ordres de grandeur. On a choisi ici le cas d'un gaz, d'un liquide et d'un solide. Donc, on a choisi le cas de l'air où la conductivité en unité internationale est 0,02 watt mètre moins 1 K moins 1. On a aussi choisi le cas de l'eau où la conductivité est un peu plus grande, c'est presque 300 fois plus grande, qu'elle vaut 0,6 watts mètre moins 1 K moins 1. Et pour le cas du cuivre qui est un bon conducteur thermique, qui est aussi un bon conducteur électrique, pour la conductivité thermique, elle vaut 390 watts mètre moins 1 K moins 1. Généralement, on peut retenir qu'un bon conducteur thermique est un bon conducteur électrique, mais ce n'est pas général. Il y en a des conducteurs thermiques qui ne sont pas des conducteurs électriques. Par exemple, le cas du céramique, le verre, donc ce sont de bons conducteurs thermiques, mais qui sont des isolants électriques. Pour la conducto-convection, on va considérer une interface qui sépare un solide de température Ts et un fluide de température Tf. Alors, la densité des flux de chaleur convectés ou bien échangés du solide vers le fluide est donnée par la loi de Newton qui dit que la densité des flux de chaleur convectés du solide vers le fluide est égale à un coefficient H multiplié par Ts moins Tf. Le coefficient H est le coefficient d'échange surfacique qui s'exprime en watts mètre moins 2 Kelvin moins 1, puisque le JTH s'exprime en watts mètre moins 2 et la température en Kelvin. Le coefficient d'échange H va dépendre à la fois du solide et du fluide, et il dépend aussi de l'état hydrodynamique du fluide. En fait, plus le fluide est agité, plus le coefficient d'échange H est important. Dans la suite, on va voir comment mener un bilan d'énergie pour un corps donné. C'est-à-dire, on va voir pendant une délai d'été quelle est la quantité d'énergie reçue par ce corps, quelle est la quantité d'énergie cédée et la différence d'énergie, où est-ce qu'elle va passer. Pour cela,
on va supposer qu'il n'y a pas source ni puits d'énergie à l'intérieur du volume, et on va considérer un élément de volume dV, de masse dm, constitué d'un milieu indéformable, de masse volumique ρ et de capacité calorifique massique C. Voilà donc notre élément de volume. On suppose que cet élément de volume est très faible à l'échelle macroscopique, mais il est très grand à l'échelle des molécules, à l'échelle des atomes et des molécules, donc à l'échelle microscopique. C'est ce qu'on appelle l'échelle intermédiaire ou l'échelle mésoscopique. Pour ce volume supposé indéformable, et entre les instants t et t plus dt, on va noter les quantités de chaleur qui entrent, par exemple dQ1 et dQ2. Les quantités de chaleur qui quittent le volume, on va les noter dQ3 et dQ4. Ici, la quantité de chaleur qui entre dans le milieu, c'est dQ1 plus dQ2. Celle qui quitte le milieu pendant la durée d'été, c'est dQs égale à dQ3 plus dQ4. Et l'application du premier principe entre ces deux instants, entre t et t plus dt, va s'écrire du égale dw plus dq. dw étant le travail échangé pendant la durée d'été, et dq la quantité de chaleur échangée entre les instants t et t plus dt. Mais on a dit ici que le milieu il est indéformable. Il en résulte que le travail échangé est nul, et par suite, on a alors du égale dq. Maintenant, concernant la quantité de chaleur échangée dq, elle vaut dq entrant qui est dans notre cas dq1 plus dq2, moins la quantité de chaleur qui sort entre les instants t plus dt, qui est dans notre cas dq3 plus dq4. Or, cette quantité de chaleur, elle va servir à faire varier la température. Ceci en supposant qu'il n'y a ni changement de phase, ni réaction chimique, il y a uniquement la variation de la température. Et on a alors dQ égale à la capacité calorifique fois dt. Or ici, on a donné la capacité calorifique massique, donc dQ égale dm fois C fois dt. Or, dm, la masse élémentaire dm, elle vaut ρ fois dv. Il en résulte que dq égale ρ fois dv fois C fois dt, puisque dm égale ρ dv. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on identifie les deux relations 1 et 2. On a du égale dq d'une part, qui à son tour vaut dQe moins dQs, donc dQe moins dQs, égale dm fois c dt, donc égale ρ dv fois c dt. D'autre part, on a dit tout à l'heure que la quantité de chaleur échangée, elle est reliée à JTH par la relation 9,2, qui est dQ échangé égale JTH échangé fois la surface, la section S d'échange, fois la durée d'échange dt. On aura alors le bilan d'énergie, GTH E entrée fois S, la section d'échange fois dt, moins GTH à la sortie fois la section de sortie fois dt, égale ρ dv fois C fois dt. Donc ça, c'est le bilan d'énergie pour l'élément de volume dV. Donc la quantité de chaleur reçue moins celle CD est proportionnelle à la variation de la température dt. Ça, en ce qui concerne un bilan d'énergie sans source. C'est-à-dire ici qu'il n'y a pas ni apport de chaleur, ni perte de chaleur à l'intérieur de l'élément du volume. Toutes les échanges sont effectués à travers les surfaces. Bon. Maintenant, si on suppose qu'il y a des créations ou bien des sources de chaleur à l'intérieur, on aura alors, pour
l'élément de volume dV, on va désigner par dQp la quantité de chaleur produite à l'intérieur du volume dV. Et on va désigner comme tout à l'heure par dQe la quantité de chaleur entrant et dQs la quantité de chaleur sortant pendant la durée d'été. Et on va désigner par PV la puissance volumique produite dans le milieu, par exemple par effet Joule, ou bien par réaction chimique, ou bien par changement de phase, ou autre chose. Donc, dans ce cas, la quantité de chaleur produite dans l'élément de volume dV, elle est donnée par, pendant la durée d'été, dQp égale la puissance volumique fois l'élément de volume dV fois dt. Ici, puissance volumique fois dV, ça donne une puissance, fois dt, ça donne une quantité de chaleur, qui est la quantité de chaleur produite pendant la durée d'été. Ainsi, la quantité de chaleur nette reçue par l'élément du volume dV, c'est la quantité de chaleur qui entre moins la quantité de chaleur qui sort. Il faut ajouter la quantité de chaleur produite à l'intérieur par effet Joule ou bien par changement de phase ou réaction chimique. Maintenant, en remplaçant les dQi, dQe par leur expression en fonction de JTH, en fonction des sections d'échange et dt, le bilan d'énergie devient alors ρCV, ρ fois dV fois C fois dt. Donc ça c'est la capacité calorifique, tout ça, donc ρ fois dV fois C, c'est la capacité calorifique totale de l'élément de volume dV fois dt égale la quantité de chaleur entrant à travers la surface SE, qui est caractérisée par une densité de flux de chaleur JTHE, moins JTHS fois S, la section de sortie fois dt, plus la quantité de chaleur produite à l'intérieur par les sources d'énergie, qui vaut PV fois dV fois dt, et ça c'est alors le bilan d'énergie avec source. Concernant les expressions de JTH, que ce soit à la sortie ou bien à l'entrée, tout dépend du mode de transfert. Elle va varier selon lequel, suivant que le transfert de chaleur a lieu par convection, conduction ou par rayonnement. Même chose, l'expression de PV, elle va dépendre du phénomène qui produit la chaleur. On va voir le cas où la production, par exemple, est par effet Joule. C'est ce qu'on va voir par la suite. Ainsi, l'expression de PV va dépendre du phénomène qui produit l'énergie à l'intérieur du milieu. Celle du JTH, elle va dépendre du mode de transfert thermique. Par exemple, pour PV, si la production d'énergie a lieu par effet Joule dans un conducteur électrique, alors on a vu en électromagnétisme que la puissance volumique produite dans le milieu est égale à J scalaire E, avec E égale à J sur gamma si le conducteur est ohmique, et par suite la puissance volumique est égale à J carré sur gamma. Concernant l'expression de JTH, tout va dépendre du mode de transfert. Ainsi, si le mode de transfert est la conduction, alors JTH est donné par la loi de Fourier. Si le transfert est assuré par conducto-convection à l'interface solide-fluide, alors dans ce cas, JTH est donné par la loi de Newton, JTH égale HTS moins TF. Et pour le rayonnement, pour le troisième mode, l'expression de JTH va avoir une autre expression, c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Comme exemple d'application des bilans d'énergie sans source, prenons la configuration géométrique relativement simple suivante. Il s'agit ici d'un conducteur, le même conducteur que tout à l'heure. Donc c'est un conducteur cylindrique, allongé suivant l'axe des X, de longueur L, et on va noter S sa section. On va supposer que le seul mode de transfert qui se trouve ici, c'est la conduction thermique.
On va alors négliger, on va supposer que la production d'énergie, que le terme source n'existe pas dans ce cas. D'autre part, on va supposer qu'il n'y a pas échange avec l'air environnant. Par exemple, on suppose que les parois sont calorifugées. Les parois du cylindre sont isolées par une paroi adiabatique. Donc, considérons à présent l'élément de volume situé entre x et x plus dx, le paroi représenté en jaune. Donc, le transfert d'énergie par conduction a lieu suivant l'axe des x. On va supposer que le transfert a lieu suivant les x croissants. Donc, cet élément de volume va transférer, va échanger de l'énergie thermique à travers les surfaces de base qui se trouvent en x et en x plus dx. Pour cela, donc, on va noter la quantité de chaleur dqx qui entre à travers la base qui se trouve en x. Aussi, on va noter la quantité de chaleur qui quitte cet élément de volume à travers la section qui se trouve en x plus dx. On va la noter dqx plus dx. Ainsi, si on applique le premier principe de la thermodynamique pour l'élément de volume en jaune, donc le premier principe va s'écrire du égale dq plus dw. Comme tout à l'heure, la paroi, le cylindre est supposé indéformable, alors dw égale à 0. Et par suite, le premier principe se réduit à du égale dq. Concernant la quantité de chaleur nette échangée, donc c'est la quantité de chaleur qui entre ici en x, moins celle qui quitte l'élément de volume en x plus tx. Donc, dQe égale dQ qui entre en x, qui vaut aussi JTH fois S fois dt, la relation qu'on a vue tout à l'heure. Même chose, la quantité de chaleur qui quitte l'élément de volume dQs sortant est égale à la quantité de chaleur échangée pendant la durée dt en x à travers la section en x plus dx, qui est égale à JTH de x plus dx fois S fois dt. D'autre part, on sait que la quantité de chaleur, cette quantité de chaleur échangée, elle va servir à augmenter la température de l'élément de volume de dt. Et on a dq égale dm fois c dt. Avec c, c'est la capacité calorifique du milieu massique. C'est la capacité calorifique massique. dm étant la masse de l'élément représenté en jaune, équivaut ρ fois dv. Avec dv, c'est S, la section de base, fois dx, fois la hauteur dx. Ainsi, le bilan d'énergie va s'écrire sous la forme dq égale, d'une part, c'est ρ fois S dx fois cdt, d'autre part, c'est la quantité de chaleur qui entre en x, moins celle qui quitte en x plus dx. On rappelle ici qu'il n'y a pas de source d'énergie à l'intérieur. En divisant cette relation par S fois dt fois dx, on obtient alors le bilan suivant. Donc, ρ fois c, le S et le dx simplifient. ρ fois c fois dt sur dt égale moins d de jth sur dx. Ce tel, il provient de la différence jth de x plus dx moins jth de x sur dx. Elle vaut d de jth sur dx. Donc jth en x moins jth en x plus dx sur dx égale moins la dérivée. Enfin, dans ce bilan, on peut remplacer jth par son expression donnée par la loi de Fourier. Voilà, donc on a jth égale moins lambda dt sur dx. Si on remplace dans l'expression qu'on a déjà établie, on va trouver l'équation de la chaleur. C'est une équation spatio-temporelle, c'est une équation différentielle spatio-temporelle définie par t de x et de t qui s'écrit ρc dt sur dt égale lambda dérivée seconde de t par rapport à x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de la chaleur. Voilà. Maintenant, si on veut reprendre la démonstration, mais en tenant compte de
l'énergie produite à l'intérieur du conducteur. Pour cela, donc, je vais noter ici PV, la puissance volumique produite à l'intérieur du barreau, par exemple par effet Joule. Hein. Alors, la quantité de chaleur produite à l'intérieur du volume SDX, c'est la puissance volumique fois le volume, j'obtiens une puissance, fois dt, on obtient alors une énergie. Donc, dQ produite à l'intérieur de l'élément de volume SDX est égal à PV fois S fois dx fois dt. Et si on revient au bilan d'énergie, il va alors s'écrire dm fois C fois dt, hein, la quantité de chaleur, dm fois C fois dt qui va servir à augmenter la température de dt, est égal à la quantité de chaleur échangée en X, reçue en X, moins celle cédée en X plus dx, plus la quantité de chaleur produite à l'intérieur, les termes source. Donc c'est la quantité qu'on vient d'écrire ici. Donc, encore une autre fois, on va diviser par S dx et dt. Ici, le S dx va se simplifier. Et ça devient alors ρ c dt sur dt. Donc, ρ c dt sur dt égale moins de dJTH sur dx, comme tout à l'heure, pour la même raison que tout à l'heure, plus le S et le dx dt se simplifie ici, il reste le terme PV. Donc, j'obtiens l'équation de chaleur avec source. Donc ça, c'est ce qu'on va noter, l'équation 6. Enfin, en remplaçant GTH comme au début par GTH égale moins lambda dt sur dx, la loi de Fourier. Donc si je la remplace ici, j'obtiens l'équation de chaleur avec source qui s'écrit cette fois-ci ρ c dt sur dt égale lambda fois dérivée seconde de t par rapport à x plus la puissance volumique produite à l'intérieur du conducteur. Équation qu'on va noter équation 7. À présent, on va s'intéresser à la résolution de l'équation de la chaleur sans source. Pour cela, donc, on va se placer en régime statique indépendant du temps. Donc, il s'agit ici de la même configuration géométrique. Concernant le profil de température, on va procéder à la résolution de l'équation de la chaleur sans source, qui s'écrit dans le cas général, ρ c dt sur dt égale lambda dérivée seconde de t. Dans le cas du régime statique indépendant du temps, le terme dt sur dt va s'annuler et par suite, on aura l'équation simple suivante, d carré de t sur dx carré égale à 0. Ainsi, dt sur dx vaut une constante qu'on va noter a, et par la suite, la température vaut t égale ax plus b. Avec a et b sont deux constantes d'intégration qu'on peut déterminer à l'aide des conditions aux limites. Les deux conditions aux limites sont ici t de 0 égale à t1, t de x égale à L égale la température T2, ce qui va donner comme profil de température T égale T2 moins T1 fois x plus T1. On peut par exemple vérifier que pour x égale à 0, T égale à T1. Pour x égale à 0, T égale à T1. Et pour x égale L, donc le L se simplifie, le T1 aussi, donc on va retrouver la température T2. Maintenant, on va déterminer l'expression du courant thermique, ou bien puissance thermique, ou aussi flux thermique, mesuré en watts. En fait, donc, on a vu que ETH, à travers une section S du conducteur, elle vaut JTH fois S. Si on remplace JTH par son expression donnée par la loi de Fourier, moins lambda dt sur dx, on trouve valeur. Et si je remplace de plus dt sur dx par t2 moins t1 sur L, on va trouver
ETH égale lambda S sur L fois T1 moins T2. En fait, donc ici, le JTH, la densité de courant thermique donnée par la loi de Fourier moins lambda dt sur dx, elle vaut moins lambda fois le coefficient A, c'est-à-dire T2 moins T1 sur L. Revenons maintenant à l'analogie dont on a parlé tout à l'heure et qui porte sur les phénomènes de transfert ou de transport. On a dit que si on considère un conducteur électrique soumis à une différence de potentiel V1-V2 avec V1 supérieur à V2, alors il s'établit du transfert des charges électriques des régions de haut potentiel vers les régions de potentiel moins élevé. Ainsi, une variation de potentiel engendre une conduction électrique ou aussi diffusion de charges électriques, et cette diffusion est caractérisée par un courant électrique I qui est la quantité de charge par unité de temps, et elle est décrite localement par une densité volumique de courant électrique J donnée par la loi d'Ohm. Donc J égale gamma fois E ou J égale moins gamma grade V. De la même façon, si je considère un conducteur thermique soumis à une différence de potentiel T1 moins T2 avec T1 supérieur à T2, alors il s'établit des transferts de chaleur des régions de haute température vers les régions de basse température, et on a alors une variation de température engendre une conduction thermique ou bien diffusion de la chaleur, et cette diffusion thermique est caractérisée par un courant thermique ETH qui est la quantité de chaleur par unité de temps et une densité volumique de courant thermique donnée par la loi de Fourier. Donc JTH égale moins lambda grade T. Donc cette loi, elle va relier la cause, qui est la variation de température, à l'effet qui est le courant de charge. Passons maintenant à un autre phénomène et qui fait partie uniquement du programme PC. Il s'agit ici du transfert de la matière. Supposons ici qu'on a une colonne qui contient un fluide, c'est-à-dire un gaz ou un liquide. Par exemple, si cette colonne est une colonne d'eau et qu'on place à l'entrée ici une goutte d'encre, le milieu présente alors une variation de concentration en molécules d'encre. Donc ici la concentration elle est plus élevée et on va désigner par N1 le nombre de particules d'encre par unité de volume à l'entrée et par N2 le nombre de particules à la sortie avec N1 supérieur à N2. Que se passe-t-il ici? Il va y avoir migration de particules d'encre des régions les plus peuplées vers les régions les moins peuplées, et on parle alors de la diffusion de la matière. Donc la diffusion particulière ou bien diffusion de la matière. Conséquence, une variation de la concentration particulière engendre une diffusion de la matière ou bien migration de particules de la matière. De la même façon, on va définir un courant de matière qui est le nombre de particules d'encre par unité de volume, et localement on va caractériser cette diffusion par une grandeur qu'on va noter JD, qui est la densité volumique du courant de diffusion. Par analogie avec les lois qu'on a énoncées tout à l'heure, la loi d'Ohm et la loi de Fourier, la densité de courant de diffusion est reliée à la variation de la concentration particulière par ce qu'on appelle la loi de Fick, et qui s'écrit JD égale, au lieu de JTH ici, c'est JD, courant de diffusion, égale moins D grade N, où N est le nombre de particules diffusant par unité de volume. Je répète ici, au lieu de TH, c'est un D.
Voilà. Dans la suite, on va regrouper ces résultats dans un tableau, là où il figure les unités de différentes grandeurs. Ici, on va regrouper cette analogie sur le phénomène de transport ou de transfert dans un tableau, là où il figure les trois modes de transfert, ou bien les trois phénomènes de transfert, le transfert de charge électrique, le transfert d'énergie thermique et la diffusion de la matière. Pour les étudiants de l'MP et de Techno, ils n'ont pas besoin de regarder cette colonne puisqu'elle figure uniquement dans le programme PC. Maintenant, concernant la conduction électrique. La grandeur transportée ici, c'est la charge électrique mesurée en coulomb, la grandeur échangée est la charge électrique. La grandeur non homogène responsable du transfert de charge électrique étant le potentiel, mesuré en volts. En fait, une variation de potentiel engendre un échange de charge électrique. Ensuite, la densité volumique de courant électrique est notée J, elle est mesurée en ampères par mètre carré. La loi qui donne l'expression de J, dans ce cas, c'est la loi d'Ohm. J égale à gamma fois E, ou J égale moins gamma grade D. La constante qui caractérise le milieu dans ce cas est la conductivité et la conductivité électrique qui est mesurée en ohm-1 mètre-1 ou le Siemens mètre-1. Pour la conduction thermique, la grandeur transportée c'est l'énergie thermique ou l'énergie calorifique mesurée en joules. La grandeur qui, dans la non-homogénéité, est responsable du transfert de chaleur, c'est la température. En fait, une variation de la température engendre un échange d'énergie thermique. Le courant volumique qui caractérise cet échange est JTH, mesuré en watts mètre moins 3, c'est la densité volumique du courant thermique. La loi qui donne l'expression du JTH, dans ce cas, c'est la loi de Fourier. Et la constante physique qui caractérise le transfert thermique, c'est la conductivité thermique lambda mesurée en watts mètre-1, K-1. Concernant le transfert de matière ou bien la diffusion de la matière, la grandeur transportée, c'est le nombre de particules, grand N ici noté, N est un nombre, il est sans dimension. La grandeur non homogène dont la variation est responsable de l'échange des particules de matière étant la densité particulaire, le nombre de particules par unité de volume, d'où l'unité c'est mètre-3. La densité de volumique de courant de matière, ou bien densité volumique de courant de diffusion JD, est mesurée en mètre-2 seconde moins 1. Et la loi qui donne l'expression de JD, c'est la loi de Fick, JD égale moins D, grade N. Le coefficient D ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient de diffusion, qui est mesuré en mètres carrés, seconde moins 1. Revenons maintenant à l'analogie entre transfert de charge et transfert de chaleur. On a vu en électrocinétique que lorsqu'un conducteur électrique est soumis à une différence de potentiel V1 moins V2 avec V2 inférieur à V1, alors toute section S est parcourue par un courant électrique I. Et on a alors défini la résistance électrique comme étant le rapport R égale V1 moins V2 sur le courant traversant le conducteur de 1 vers 2. Le problème est analogue à celui de transfert thermique. En effet, si on considère un conducteur thermique soumis à une différence de température T1 moins T2 avec T2 inférieur à T1, alors toute section S est parcourue par un courant thermique ITH qui circule de 1 vers 2 de la température la plus élevée vers la température la moins élevée. Et on peut alors définir par analogie la résistance thermique comme étant la différence des températures T1 moins T2 sur le courant thermique qui circule de 1 vers 2 ITH.
Si on revient à l'exemple qu'on a étudié tout à l'heure, l'exemple du cylindre en régime stationnaire, on a montré dans ce cas que ITH égale à lambda S sur L fois T1 moins T2. En utilisant cette expression de RTH, on trouve alors pour cette configuration géométrique RTH égale à L sur lambda S. Il faut remarquer ici que cette expression de RTH est valable uniquement pour cette géométrie. Par contre, cette définition, elle est valable toujours dans le cas du régime statique. On passe maintenant aux applications. La première application concerne le double vitrage. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Il est constitué de deux parties. Dans la première partie, on va mettre en contact, suivant leur surface commune d'RS, deux conducteurs thermiques limités par deux plans parallèles. Voilà la figure. Donc ici, on a deux conducteurs, le conducteur en bleu et le conducteur en violet. Ils sont mis en contact par leur surface commune, cette surface. Donc, et on admet que la conduction thermique est monodimensionnelle dans la direction des X. Le transfert thermique a lieu uniquement suivant l'axe des X. C'est-à-dire que la température ne dépend que de la variable spatiale X. En outre, les températures de deux faces des conducteurs qui ne sont pas en regard, qui ne sont pas en contact, sont maintenues aux températures TI et TE. Les deux surfaces ici qui ne sont pas en contact, cette surface et l'autre surface, celle-ci, sont maintenues respectivement aux températures TI et TE. On désigne par lambda 1 et lambda 2 la conductivité thermique de deux corps. La première question, donc on se place en régime permanent. Quelle est alors l'expression de la résistance thermique de chacun de deux conducteurs en fonction des données? En déduire la résistance thermique de l'ensemble de deux conducteurs. Deuxième question, évaluer le flux thermique Φ1 en fonction des données dans le cas où les deux conducteurs sont deux vitres identiques, donc même conductivité L, même épaisseur E, et a priori même surface S. La troisième question, en s'appuyant sur l'analogie avec la loi d'Ohm, ici on parle de l'analogie qu'on a évoquée tout à l'heure, montrer que la température de deux faces en regard, cette surface, montrer que cette surface, la température de cette surface est donnée par Tm moins Ti égale le coefficient alpha à déterminer fois Te moins Ti. Enfin, on déduire la température Tm en fonction de Ti, Te et la conductivité thermique. Donc ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie de cette application, on va changer de configuration et on va supposer que l'un des conducteurs est en contact et placé au-dessous de l'autre. Donc c'est cette configuration géométrique qu'on va considérer. Donc ici, les deux faces des deux conducteurs sont soumis à la même température TI. L'autre c'est la température TE. Pour cette deuxième partie, d'abord on demande de déterminer la valeur de la résistance thermique vue entre TI et TE. Ensuite, on cherche le flux thermique Φ2 en fonction des données et en fonction de S1 et S2, les deux sections des deux conducteurs, ainsi que la conductivité commune lambda. Passons maintenant à la résolution. Ici, on suppose que le régime est permanent. Conséquence, si le régime est permanent, alors ces deux conducteurs 1 et 2 sont traversés par le même courant thermique pour qu'il n'y ait pas accumulation d'énergie et par suite la température reste constante au cours du temps. Donc la température ne dépend que de la variable X. Si le courant qui traverse les deux conducteurs est le même, alors on peut dire que les deux conducteurs sont montés en série.
Voilà alors le circuit équivalent. Donc entre TI et TE, j'ai les deux résistances de deux conducteurs thermiques RTH1 et RTH2 qui sont montés en série. Conséquence, la résistance équivalente est alors RTH et elle vaut la somme de deux résistances. RTH1, c'est la résistance du premier conducteur qui vaut E sur lambda 1 S d'après ce qu'on a vu précédemment. RTH2, même chose, c'est E sur lambda 2S. Et par suite, la résistance est équivalente et donnée par cette expression. Pour la deuxième question, on cherche l'expression du courant thermique ou bien le flux thermique Φ1. En faisant l'analogie ici avec la loi d'Ohm de l'électrocinétique, la loi d'Ohm intégrale, alors on a TI moins TE égale à Φ1 fois RTH. Donc TI moins TE égale à RTH fois Φ1. Conséquence, Φ1, il vaut la différence de température sur la résistance équivalente. Pour la troisième question, on cherche l'expression de TI moins Tm. Là aussi, je peux appliquer la loi d'Ohm intégrale entre TI et Tm, ce qui va donner TI moins Tm égale le flux, le courant thermique, fois la résistance RTH1. Donc TI moins Tm égale à RTH1 fois Φ1. Ce qui va donner l'expression, si on remplace Φ1 par l'expression déjà trouvée, on va alors trouver l'expression de TI moins Tm égale à cette expression. On a remplacé ici RTH1 et le courant thermique Φ1 par leur expression et on peut alors déduire la valeur de T. Dans la deuxième partie, les deux conducteurs sont disposés de la façon suivante, comme la figure 2. Alors, ces deux conducteurs sont soumis à la même différence de température TI moins TE. Alors, les deux conducteurs sont disposés en parallèle. Par suite, je peux remplacer le réseau thermique par le circuit thermique équivalent. Donc, RTH1, RTH2 en parallèle. Et la résistance équivalente est soumise à la différence de température TI moins TE. Et on va désigner par Φ2 le flux thermique qui traverse la résistance équivalente. Ici, on a deux résistances thermiques en parallèle. Donc, on peut utiliser le résultat qu'on connaît depuis la classe secondaire et qui donne la résistance équivalente de deux résistances montées en parallèle qui est le produit sur la somme. Il suffit ici de remplacer RTH1 et RTH2 par l'expression qu'on a déjà trouvée tout à l'heure. Concernant maintenant le flux thermique Φ2, Φ2 c'est la différence de température, c'est delta T sur la résistance équivalente. Donc c'est TI moins TE sur la résistance équivalente. Ici, on peut faire des simplifications. En particulier, on simplifie par E, par lambda, et on trouve le résultat final, Φ2 égale. On va changer maintenant de géométrie. On va se placer dans le cadre de symétrie sphérique. Donc, le système est considéré un conducteur thermique sphérique et indéformable. Le conducteur est creux. Il présente une cavité de rayon R1 et le rayon externe est noté R2. La surface intérieure est soumise à la température T1, celle de l'extérieur à la température T2. Et on suppose que le transfert de chaleur est radial. Ça veut dire que la température ne dépend que de R, donc J, TH est porté par UR. La première question. En effectuant le bilan d'énergie pour l'élément situé entre R et R plus dr, à l'aide d'un bilan énergétique pour l'élément représenté en jaune ici,
établir l'équation différentielle vérifiée par la température T de R et de T. Ensuite, résoudre cette équation en régime permanent. La troisième question consiste à déterminer JTH et ITH et déduire alors dans ce cas la résistance thermique RTH. Pour la deuxième partie, on va reprendre le même exercice, mais on se place dans le cas de géométrie cylindrique. Donc, au lieu de la sphère, on suppose qu'on a un cylindre d'axe passant par haut et perpendiculaire à la figure. Et on va noter H, la hauteur du cylindre. Passons maintenant à la résolution. On va faire le bilan d'énergie pour l'élément situé entre R et R plus dr. Pour cela, on va appliquer le premier principe de la thermodynamique pendant la durée dt pour l'élément situé entre R et R plus dr. Donc le premier principe s'écrit du égale dw plus dq avec dw égale à 0 puisque le milieu est indéformable. Donc le premier principe se réduit à du égale dq avec la quantité de chaleur échangée par cet élément est égale à la quantité de chaleur entrant en air moins celle qui quitte la surface S de rayon R plus dr. Ça c'est d'une part. D'autre part, on a vu tout à l'heure que JTH, la relation entre dQ et JTH est dQ échangé pendant la durée dt à travers la surface S et JTH fois S fois dt. On écrit ici l'expression en R. Ici, c'est l'expression de la quantité de chaleur en R plus dr. Or, cette quantité de chaleur elle va servir à augmenter la température de la tranche située entre R et R plus dr. Et on a dQ égale dm fois C fois dt. La masse dm de l'élément est égale à ρ fois dv, où dv égale S fois dr. Donc, ça c'est la masse dm. Donc, fois C fois dt. Maintenant, par identification de ces deux expressions, en égalisant ces deux expressions, on obtient alors, donc ρ fois S dr fois C dt égale JTH fois S en R fois dt, moins JTH fois S en R plus dr fois dt. En divisant maintenant par dr et dt, on obtient l'équation différentielle. Donc ici, le dr se simplifie. On divise par dt, donc j'obtiens l'équation différentielle. ρ fois S fois C dt sur dt égale moins d de JTH sur dr, moins d sur dr de JTH fois S. Avec S dr, elle vaut 4 pi r carré. JTH égale moins lambda dt sur dr. En remplaçant ces deux expressions et en simplifiant par 4 pi, on obtient alors l'équation différentielle vérifiée par T de R et de T. Voilà l'équation différentielle, c'est ρ c r carré dt sur dt égale lambda d sur dr de r carré fois dt sur dr. Pour la deuxième question, on va se placer dans le cas du régime permanent. Dans ce cas, le premier terme s'annule, dt sur dt vaut 0, et l'équation se réduit à d sur dr de r carré dt sur dr est égal à 0. Et par suite, ce terme vaut une constante, donc dt sur dr égale constante qu'on a notée plutôt a sur r carré, et la primitive de cette fonction, elle va donner t égale moins a sur r plus b. Les constantes d'intégration a et b sont à déterminer à partir des conditions aux limites. Pour la détermination des constantes d'intégration a et b, on utilise les conditions aux limites en R égale à R1, la température est T1, en R égale à R2, la température est T2. On obtient un système d'équations dont la résolution va conduire aux expressions de A
et de B. Et je reviens à l'expression et je remplace ces deux constantes d'intégration. Maintenant, pour déterminer GTH, on revient à la loi de Fourier. GTH égale la mol lambda dt sur dr. Donc, tout à l'heure, on a montré que dt sur dr, elle vaut a sur r carré. Et on remplace a par l'expression qu'on a trouvée ici. Voilà donc l'expression du GTH, c'est lambda sur r carré fois le coefficient a. Même chose pour la détermination de l'expression de ITH traversant une section S de rayon petit r. Le courant thermique traversant cette section, elle vaut S fois JTH. Donc c'est 4pi r carré fois le reste fois JTH. Et on a alors une simplification par r carré et on remarque que le courant thermique ici ne dépend pas de petit r puisque on s'est placé déjà dans un régime permanent. Donc ITH elle vaut 4pi lambda T1 moins T2 1 sur R1 moins 1 sur R2 au dénominateur. Bon, maintenant revenons à la résistance thermique qui est définie par RTH égale à T1 moins T2 sur le courant thermique qui circule de 1 vers 2. En appliquant cette définition à l'expression qu'on a trouvée ici, donc on va trouver RTH égale 1 sur R1 moins 1 sur R2 sur 4pi lambda. Concernant la deuxième partie, on s'intéresse ici au cas où la cavité est cylindrique, située entre deux cylindres. Le conducteur est situé entre deux cylindres de rayon R1 et R2. Le calcul est le même. C'est exactement, on va reprendre le même calcul, sauf qu'il faut remplacer ici la surface de la sphère, c'est-à-dire 4pi r carré, par la surface du cylindre qui vaut 2pi rh. Et il faut reprendre le même démarche. Le calcul est analogue.